Merci à Émilie de m'avoir invité à vous donner cette présentation. Vous voyez mon nom, vous n'avez pas besoin d'essayer de prononcer le dernier nom, c'est qui est au demeurant imprononçable. Je suis un pur produit de la globalisation. Mon père était immigrant polonais, mais il a vécu la plus grande partie de sa vie au Canada, au Québec. Donc, moi, je suis québécois, je suis de Montréal, mais je suis en Suède depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai fait mon doctorat aux États-Unis. Et puis, j'ai travaillé pendant 13 ans comme glaciologue pour un organisme qui s'appelle la Commission géologique du Canada, qui est un organisme fédéral, donc qui relève du gouvernement. J'étais chercheur et j'ai fait beaucoup de recherches dans la partie la plus septentrionale de l'archipel arctique canadien, mais dans beaucoup de régions du Grand Nord canadien. Et puis, les circonstances ont changé vers 2013. On a eu un changement de gouvernement qui n'était pas très favorable à la recherche environnementale. Le climat, si l'on veut, s'est gassé dans le milieu de travail. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire mes valises et je me suis retrouvé à l'Université d'Uppsala en Suède, où j'enseigne à présent. Alors, ce que je vais faire dans la présentation qui va suivre, c'est je vais essayer de vous donner un aperçu de la situation globale en ce qui concerne la cryosphère terrestre. Et quand je dis cryosphère, je parle de l'ensemble de l'eau gelée sur la planète, mais je vais me concentrer essentiellement sur la cryosphère terrestre et plus particulièrement les glaciers, les calottes glaciaires. Dans les années où j'ai travaillé pour la Commission géologique, une des composantes de notre mandat de recherche, c'était de faire une sorte de suivi du bilan de masse des glaciers dans l'Arctique canadien. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le bilan de masse, c'est en anglais on dit mass balance. Ça signifie évaluer quels sont les gains et les pertes des glaciers en termes de masse annuellement. Donc, les glaciers, comme vous le savez probablement, ont une accumulation nette en hiver et une perte nette en été. Alors, si la perte nette par la fonte excède l'accumulation nette en hiver, évidemment, le glacier perd de la masse, s'amincit, se rétrécit, et en ce moment, c'est ce qu'on observe de façon générale dans l'ensemble de la cryosphère terrestre. Alors, une de mes activités quand j'étais chercheur au gouvernement canadien, c'était de faire une sorte de circuit annuel dans l'archipel arctique canadien et de faire des bilans de masse sur le terrain. Je vais y revenir, mais ce genre de mesures, c'est une sorte de combinaison de mesures qui se font sur le terrain. Et de plus en plus, on utilise des méthodes par télédétection en utilisant des satellites, mais il faut valider les mesures faites par satellite sur le terrain. Donc, il y a toujours une composante de terrain. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé un ensemble de diapos dont certaines proviennent de publications récentes et les autres proviennent de présentations que j'ai faites dans le passé sur mes travaux à moi. Et j'ai essayé de mélanger les choses, de rendre la présentation un peu plus vivante que simplement une présentation statique de résultats de recherche. Je n'ai pas souvent l'occasion de donner des présentations en français, alors j'espère que vous m'excuserez si je massacre la langue de Molière occasionnellement. Bon, alors je vais commencer par cette image ici qui montre le bilan cumulatif des pertes de masse de glacier. Ce que ça signifie, c'est la quantité totale de masse de glace qui a été perdue par la fonte depuis 1961. Et le monde a été divisé en une série de régions ici. Et le cercle est proportionnel à la quantité de glace perdue. Et les unités ici sont en gigatonnes, ce qui veut dire 10 millions de tonnes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la perte totale de masse de glacier par la fonte qui s'est faite depuis 1961, qui est à peu près la période où les mesures de bilan de masse systématique ont commencé dans plusieurs régions du monde. Pour beaucoup de ces régions-là, les données n'ont commencé à être accumulées qu'à partir de 1979, qui est le début vraiment de la période d'observation globale par satellite. Mais dans certaines régions du monde, comme en Amérique du Nord et en Europe, on a des mesures de bilan de masse qui remontent à plus longtemps, jusqu'aux années 60. Alors, on voit tout de suite que le bilan est assez important dans beaucoup de régions du monde. Il n'y a aucune région englacée à l'heure actuelle qui a un bilan positif. Il y a quelques glaciers, par exemple en Nouvelle-Zélande ou en Norvège, qui ont un bilan positif parce qu'il y a eu des augmentations locales de précipitations. Mais dans l'ensemble de la planète, les glaciers sont en récession. Et on voit que certaines régions ont connu des pertes dramatiques, comme l'Alaska, par exemple, a connu des pertes vraiment très accentuées. Le Groenland également. Donc ça nous donne une vue d'ensemble par région. L'Antarctique, globalement, n'est pas inclus dans cette image parce que c'est une des régions où
évaluer le bilan de masse global est très difficile. Alors, il y a des évaluations locales, comme celle de la péninsule antarctique qu'on aperçoit au bas de l'image. Mais dans l'ensemble, on a une récession majeure et globale qui se poursuit. Maintenant, on va regarder les choses d'un peu plus près. L'image suivante, il se peut que vous l'ayez déjà vue. La raison pour laquelle je le dis, c'est parce que le premier auteur de cette étude, qui a été publiée en 2001, est de l'Université de Toulouse, en fait. Alors, l'Université de Toulouse est assez impliquée dans certains des laboratoires de recherche ou des unités de recherche à Toulouse sont assez impliquées dans ce domaine. Alors, c'est une image compliquée. Il y a beaucoup de données qui sont assemblées là-dedans. Mais juste pour vous guider un peu, les cercles représentent les pertes en masse, mais c'est pour la période des 20 dernières années, donc de 2000 à 2020. Donc, la taille du cercle est proportionnelle de la perte en masse. Donc, on voit à nouveau que l'Alaska est la région qui a subi la plus grande perte au cours des 20 dernières années. Ensuite, on a une barre colorée qui représente le taux d'amincissement. Ce qui est représenté ici, c'est le changement d'altitude moyenne de la surface des calottes glaciaires ou des glaciers, ce qui revient à dire que c'est le taux d'amincissement des glaces. Donc, à mesure que les glaciers sont en récession, ils s'amincissent de plus en plus. Et ce qu'on observe, entre autres, si vous regardez ces barres, c'est une chronologie, donc la couleur change à mesure qu'on avance dans le temps. Si vous regardez, par exemple, en Alaska et dans l'Ouest canadien, vous voyez qu'il y a une accélération de l'amincissement. La couleur passe du jaune au rouge. Oups, je vais trop vite. Et dans d'autres régions, ça a été constant, comme en Europe centrale et dans les Alpes européennes, l'amincissement est constant. Mais dans beaucoup de régions, comme les Andes notamment, on se rend compte, ou en Nouvelle-Zélande, il y a une accélération de l'amincissement à mesure que le temps passe. Mais dans tous les cas, c'est un amincissement net. Il n'y a aucune de ces couleurs qui va dans le bleu qui serait un épaississement des glaciers. Donc, on a une récession majeure, généralisée, et dans beaucoup de régions du monde, elle s'accélère. Et les régions où on voit les plus grandes pertes à l'heure actuelle, c'est l'Alaska, une partie de l'Arctique canadien, l'extrême sud de la Patagonie, entre autres, et certaines régions circumarctiques, donc certaines calottes glaciaires qui se trouvent dans les îles qui entourent le continent antarctique. Mais de façon générale, c'est une récession généralisée. Si on regarde le Groenland, ce qui est intéressant dans cette image qui a été produite par la NASA, cette image provient de mesures de la gravitation, de la gravité, essentiellement. J'y reviendrai plus tard, mais il y a une mission de la NASA qui s'appelle GRACE, qui mesure essentiellement les variations du champ magnétique terrestre. Alors, il y a évidemment une grande quantité de matière emmagasinée sous forme de glace sur le Groenland et en Antarctique. Et à mesure qu'elle fond, le champ gravitationnel est modifié et on peut mesurer les variations du champ gravitationnel depuis l'espace. D'une manière assez habile d'ailleurs, et ce qui permet de calculer sur des grandes étendues quelle est la perte nette de masse. En fait, c'est une méthode très fiable, plus fiable que beaucoup d'autres méthodes parce qu'elle n'est pas influencée, par exemple, par l'accumulation interne. Si l'eau regèle à l'intérieur du glacier, ce qui arrive fréquemment, ce n'est pas une perte nette et ça ne changera pas le champ gravitationnel. Par contre, si l'eau s'écoule et qu'elle entre dans l'océan, à ce moment-là, c'est une perte nette. Alors, ce qu'on voit, c'est sur la période 2002 à 2020, il y a eu une perte continuelle, à peu près régulière. Et il y a certaines régions qui sont particulièrement affectées, notamment les régions où les glaciers vont jusqu'à la mer. Alors, le hotspot qu'on aperçoit ici dans le coin, oups, trop vite. Ce qu'on aperçoit dans le coin inférieur gauche de l'image, c'est une région où il y a un grand glacier qui s'écoule dans la baie de Baffin. Et ce glacier a tendance à accélérer à mesure que la fonte s'accentue. Donc, la perte de masse est particulièrement importante dans les régions où les glaciers se déversent directement dans les mers environnantes. À l'heure actuelle, je crois que les pronostics sont que, à moins d'un changement majeur dans la trajectoire climatique actuelle, d'ici une soixantaine d'années, le bilan de masse du Groenland va passer un seuil au-delà duquel il est très improbable que la calotte glaciaire se reforme, c'est-à-dire que ça devient un changement irréversible, qui ne sera pas instantané, qui va se faire sur une longue période de temps, mais il y a une sorte de point de bascule au-delà de lequel il est peu probable que même si on stabilisait le réchauffement climatique, le Groenland retrouve son bilan de masse initial. Donc, il y aurait une perte irréversible, qui a évidemment des conséquences assez importantes pour la machine climatique.
J'ai choisi aussi de mettre cette illustration qui montre des images plus près de chez vous. Ça, ce sont les pertes observées dans les Alpes européennes. Pour référence, les Alpes du Dauphiné, c'est la partie numéro 1 dans le coin inférieur gauche. Et l'image supérieure montre le taux d'amincissement des glaciers. Donc, il y a une échelle en couleur qui montre le nombre de mètres par année perdus. Donc, si on veut, le taux d'amincissement moyen sur la période de 2000 à 2014. Donc, on voit par exemple qu'il y a beaucoup de glaciers qui ont perdu plus d'1 mètre en épaisseur par an en moyenne sur la période 2000-2014. L'image inférieure montre ce qui est anticipé dans l'avenir, à supposer que le réchauffement se continue à l'heure actuelle, et c'est la décroissance du volume de glace totale. Donc, il y a une échelle à la droite de l'image. La première barre montre le volume en 2000, tel qu'estimé par les observations actuelles. Et ensuite, ce sont des projections pour le milieu du 21e siècle et la fin du 21e siècle. Donc, on voit que dans beaucoup de régions, les glaciers sont amenés à disparaître pratiquement totalement. Donc, à bien des égards, c'est considéré comme irréversible. C'est la même chose dans l'Ouest canadien. La récession actuelle est considérée comme essentiellement irréversible. Donc, on se dirige vers une situation qui sera radicalement différente de celle que les gens de la génération précédente ont connue. Beaucoup des glaciers qui existent à l'heure actuelle sont condamnés. Il y aura encore des neiges pérennes, évidemment, mais les glaciers comme tels sont amenés à disparaître dans la plupart des régions des latitudes moyennes de l'hémisphère nord. Maintenant, j'ai mentionné plutôt que beaucoup des mesures faites pour évaluer les changements de la cryosphère se font par satellite. Alors, il y a plusieurs instruments à bord de plateformes satellitaires à l'heure actuelle qui font des observations. Il y a eu une génération de satellites qui s'appelait Cryosat et maintenant il y en a un autre qui s'appelle ICESat, mais qui ont essentiellement la même fonction, c'est-à-dire qu'ils font des mesures de radar. Et essentiellement, ils mesurent l'altitude en surface. Donc, ils établissent des images numériques du relief des calottes glaciaires. Et comme ces satellites repassent périodiquement au-dessus des mêmes régions, ils peuvent mesurer avec une très grande précision les changements à la surface, l'élévation ou le relief de surface des glaciers. Donc, on peut mesurer l'amincissement des glaciers à partir de ces satellites. L'étendue, quand les capteurs passent au-dessus des glaciers, essentiellement, ils vont passer le long d'une certaine trajectoire. Donc, à force de repasser au-dessus des glaciers, ils vont établir une sorte de quadrillage, si l'on veut. Et donc, ce genre de mesure est extrêmement utile pour des grandes étendues de glace, comme l'Antarctique, le Groenland. Pour les petites calottes glaciaires, les glaciers moins importants, c'est plus difficile parce que souvent, il va n'y avoir qu'une seule trajectoire du satellite qui va passer au-dessus de la calotte. Donc, on va avoir un profil de mesure, mais on n'aura pas un profil généralisé. Donc, c'est une méthode qui est très utile pour essayer d'établir des bilans de masse pour les grandes étendues de glace, un peu moins utile pour les calottes glaciaires et les glaciers de plus petite dimension. Celui-ci, ici, c'est les satellites de ce que j'ai mentionné plutôt, GRACE. C'est assez ingénieux, en fait. Il y a 2 satellites qui fonctionnent en paire. Les Américains les ont baptisés Tom and Jerry, c'est une référence à un dessin animé qui était très populaire dans les années 50, dans lequel il y avait évidemment le chat qui courait toujours après la souris sans jamais parvenir à l'attraper. Alors, Tom et Jerry se suivent mutuellement, donc il y a un satellite qui poursuit l'autre sans jamais le rattraper. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a des variations dans le champ gravitationnel, un satellite va osciller par rapport à l'autre. Donc, il va y avoir un débalancement dans la trajectoire des satellites. Et les deux satellites se regardent mutuellement avec un laser. Donc, si un satellite la trajectoire d'un satellite infléchit par rapport à l'autre, le changement est détecté. C'est un changement minime, mais il est détecté avec une très grande précision. Et on peut calculer à partir de ça quelle est la perturbation du champ gravitationnel qui est responsable pour cet infléchissement. Donc, les satellites refont la même orbite constamment. Et puis, ils mesurent les variations du champ gravitationnel et c'est très sensible. Les glaciers, par exemple, peuvent détecter les changements dans le champ gravitationnel dus à la crue des rivières, par exemple, ou à l'accumulation de neige saisonnière et la fonte de la neige saisonnière. Donc, on peut faire des mesures de bilan de masse des glaciers saisonnières et puis annuelles et pérannuelles. Alors, ça a été un instrument, cette mission, GRACE, ça a été vraiment
une avancée assez importante en ce qui concerne les mesures de bilan de masse glaciaire parce que c'est très fiable comme instrument. La couverture spatiale est très vaste et ça a permis de vérifier beaucoup d'estimations qui avaient été faites par d'autres méthodes. Il y a aussi beaucoup de mesures qui sont faites de façon aéroportée. La NASA, entre autres, a un programme régulier qui s'appelle IceBridge, où ils font des survols du Groenland et de certains secteurs de l'Antarctique avec des avions qui ont des équipements de télédétection à bord, comme un LiDAR, par exemple, qui permet de mesurer la distance entre l'avion et la surface du glacier. Donc, si on connaît précisément la trajectoire et l'altitude de l'avion, on peut faire des corrections pour les changements dans l'altitude de l'avion. On peut reconstituer à ce moment-là la surface, la topographie de surface du glacier ou de la calotte glaciaire avec une grande précision. Et si on répète les mesures à, disons, 5 ans d'intervalle, on peut mesurer le taux d'amincissement des glaciers sur le long de la trajectoire parcourue par l'avion. Donc, cet ensemble de méthodes aéroportées ou à partir d'observations spatiales ont permis vraiment d'augmenter la capacité de mesurer et de suivre les changements du bilan de masse des glaciers. Une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dedans, c'est que connaître le rythme de récession des glaciers, ça permet de calculer également, indirectement, et d'anticiper le taux d'augmentation du niveau des océans. Parce qu'évidemment, si la glace terrestre fond et que l'eau va dans les océans, on augmente le volume d'eau dans les océans, donc on augmente le niveau de la mer. Alors, si on connaît le rythme auquel ces glaciers fondent, et où on peut modéliser pour essayer de prévoir à quel rythme ils vont fondre dans l'avenir, on peut également modéliser indirectement quel sera le taux d'augmentation du niveau des océans dans l'avenir. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dedans. Et un des domaines de recherche en particulier, c'est sur comment la dynamique de l'écoulement des glaciers va changer à mesure que le climat se réchauffe. Parce que dans certains glaciers qui s'écoulent jusqu'à l'océan, que ce soit dans la péninsule antarctique ou au Groenland ou dans l'Arctique canadien, l'eau de fonte va percoler jusqu'au socle rocheux et va lubrifier le mouvement des glaciers, donc va accélérer la perte glaciaire par un effet de rétroaction positif. Donc, les glaciers deviennent plus dynamiques, l'écoulement s'accélère. Les gens ont souvent aussi une impression un peu erronée que si les banquises fondent, ça va augmenter le niveau des océans. Non, ce n'est pas le cas parce que les banquises sont déjà dans l'océan. Donc, si la banquise fond, on n'ajoute pas de masse nette à l'océan. Quand je dis banquise, je veux dire de la glace flottante. Donc, si on fait fondre la banquise actuelle, on n'ajoute pas de volume d'eau à l'océan. En revanche, on ajoute de l'eau liquide, mais la masse totale de l'océan ne change pas. En revanche, si les glaciers terrestres s'écoulent plus rapidement, on accélère le transfert d'eau de la glace terrestre à l'océan. À ce moment-là, on accélère l'augmentation du niveau des océans. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait actuellement dans ces domaines, dans la télédétection. Maintenant, pour les prochaines minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques illustrations du genre de travail dans lequel j'ai été moi-même impliqué dans l'Arctique canadien, histoire de vous donner un aperçu du type de méthode employée et des résultats, parce que ça contribue à cet effort de surveillance, si l'on veut, du bilan de masse glaciaire. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec la géographie de l'archipel arctique canadien, ne soyez pas embarrassés si c'est le cas. La majorité des Canadiens seraient incapables de nommer ne fût-ce qu'une île dans l'archipel arctique canadien, alors vous ne serez pas les premiers. Je me souviens quand je terminais mon baccalauréat, que j'avais un professeur de géographie qui m'avait dit, qui avait montré aux étudiants dans la classe une carte de l'archipel canadien. Il avait demandé si des gens étaient capables de nommer une seule île dans l'archipel arctique. La plupart d'entre eux étaient incapables d'en nommer une, moi y compris. Alors, on est d'une remarquable ignorance quand il s'agit de notre grandeur. Donc, si c'est votre cas, ne soyez pas embarrassés. Alors, juste pour vous situer, on aperçoit le Groenland. La grande île qu'on aperçoit dans le sud, c'est l'île de Baffin, la terre de Baffin, qui est, juste pour vous donner une idée, la superficie de l'île de Baffin est à peu près 80% celle de la France. Donc, c'est une grosse propriété. Ensuite, plus au nord, on a l'île d'Ellesmere, qui est la seconde plus grande île de l'archipel canadien. Entre les deux, on a l'île de Devon. Et ensuite, on a une multitude d'autres îles. Et ça constitue la partie est de l'archipel arctique canadien. L'archipel s'étend plus vers l'ouest, mais les glaciers sont tous concentrés dans la partie est de l'archipel, qui est la partie où le relief est le plus accentué. La partie ouest de l'Arctique
L'archipel arctique est plate avec un relief très bas et il n'y a pas suffisamment d'altitude pour que les glaciers puissent se développer. Une partie de ces glaciers dans l'archipel arctique canadien sont en partie des reliques de la calotte glaciaire qui occupait l'Amérique du Nord à la fin de la dernière glaciation. C'est-à-dire qu'à la base de certains de ces glaciers, on trouve des couches de glace qui sont d'un âge supérieur à 12 000 ans, donc qui remontent à la dernière glaciation. Mais pour le reste, essentiellement, ce sont des glaciers qui se sont formés au cours de l'Holocène, c'est-à-dire au cours de la période interglaciaire actuelle. Alors, et vous voyez les pointillés qui subdivisent l'archipel arctique en deux secteurs, un secteur nord, un secteur sud. Entre ces deux régions se trouve le fameux passage du Nord-Ouest. Au temps de navires britanniques au 19e siècle, on trouvait une fin lamentable en essayant de trouver le passage vers l'Inde et vers la Chine en passant par les régions arctiques. Alors moi, j'ai eu l'occasion dans ma carrière de travailler dans beaucoup d'endroits dans cette région-là. Et les images que je vais vous montrer viennent de plusieurs sites. Alors, j'en ai sélectionné 3. Le premier est une île minuscule qui s'appelle Main Island. C'est tout petit, c'est presque au ras de l'eau. Il y a très peu de relief, mais parce qu'il y a beaucoup d'évaporation de l'océan Arctique, il y a une calotte glaciaire sur Main Island. Et quand les programmes d'observation systématique de bilan de masse des glaciers ont commencé dans l'Arctique canadien, Maine était un des premiers où ça a été établi parce que ça se trouvait près d'une base d'aviation. Il y avait des bases militaires qui avaient été établies pendant la guerre froide. J'imagine qu'elles vont être réactivées à l'heure actuelle parce que la guerre froide semble être revenue cogner à notre porte au cours des 4 dernières semaines. Toujours est-il qu'il y avait un programme de mesure de bilan de masse des glaciers sur Main Island. Ensuite, sur la terre de Baffin, on a 2 grosses calottes glaciaires d'à peu près 6 000 km² chacune, Penny à l'extrême sud et Barnes au centre. Alors, moi, j'ai travaillé sur Barnes et Penny. Je n'ai pas travaillé sur Maine, mais j'ai travaillé dans d'autres endroits. Alors, j'ai sélectionné ces calottes parce que ça permet de donner un aperçu de type de méthode employée lorsqu'on fait ce genre de travaux de mesure de bilan de masse. Le premier, Maine, c'est assez frappant, c'est intéressant parce que quand les observations ont commencé sur Maine Ice Cap, j'espère que ça va fonctionner. Oui, voilà. Quand les observations ont commencé sur Main Ice Cap, c'était vers la fin des années 70 ou milieu des années 80. En fait, je pense que ça a commencé plus tôt, milieu des années 70. Les glaciologues qui allaient sur place, comme ils revenaient chaque année, ils se sont dit, bon, on va construire une hutte en bois et on va emmagasiner là-dedans de l'outillage qu'on emploie lorsqu'on fait des mesures de bilan de masse glaciologique parce qu'ils vont utiliser des tarières à glace, ils vont forer des trous, ils vont mettre des balises et ensuite ils vont revenir une année après pour mesurer l'enneigement sur les balises, etc. Alors, il y avait tout un outillage qu'il fallait emporter sur place par avion et plutôt que de le ramener à chaque fois, ils se sont dit on va se construire une hutte, on va emmagasiner le matériel. Sauf que la hutte était dans la zone d'accumulation de la calotte. Alors, année après année, la hutte se faisait graduellement ensevelir sous la neige. Donc, à un certain moment, ils se sont dit, bon, il est temps d'en construire une autre par-dessus la première. Alors, l'image qu'on aperçoit, qui a été prise au milieu des années 80, montre la deuxième génération, si l'on veut, de huttes qui avait été construite sur la calotte de Maine. Donc, la première est déjà pratiquement enfouie. Il y en a une seconde qui a été bâtie. Il y en a eu une troisième qui a été construite par la suite sur le toit de celle qu'on aperçoit. Mais maintenant, ce qui se passe sur la calotte de Maine, c'est que la situation a été complètement renversée, c'est-à-dire que la zone d'accumulation est devenue une zone de perte nette. Alors, la situation actuelle sur l'île Maine ressemble à ceci. Alors, on voit les 3 générations de huttes, les unes après les autres, mais à présent, elles sont en train d'émerger de la calotte parce que la calotte s'amincit à un rythme tel qu'il n'y a plus d'accumulation nette où la fonte estivale dépasse de très loin l'accumulation nette. Donc, la surface de la calotte, ça la baisse et les huttes qui avaient été enfouies par des générations successives de glaciologues, maintenant sont en train d'émerger. Alors, c'est en train de devenir une espèce de HLM sur l'île de Maine. Et j'ai des collègues qui m'ont dit qu'ils ont retrouvé des pièces de motoneige des années 60 qui commencent à émerger, des trucs qui avaient été enfouis lors de blizzards et puis qui commencent à refaire surface. Donc, tous les fantômes du passé glaciologique sont en train de refaire surface sur l'île de Maine, ce qui est un témoignage assez frappant de la vitesse à laquelle les calottes s'amincissent. La seconde calotte dont je vais parler, c'est une calotte qui s'appelle Grinnell. En fait, j'ai fait erreur sur cette diapo. J'ai écrit ici Barnes Ice Cap et Penny. En fait,
les deux sites dont je veux parler, je ne veux pas parler de Barnes, qui est celle du milieu. La calotte de Grinnell, c'est un des points blancs que vous apercevez à l'extrême sud de la terre de Baffin. Tout en bas de l'image, en bas à droite, vous voyez deux petites taches blanches sur une péninsule. OK. Au bout de cette péninsule, il y a une longue baie qui s'appelle Frobisher Bay, la baie de Frobisher, qui est en mémoire de Martin Frobisher, un des explorateurs britanniques du 19e siècle. Et dans cette baie, il y a une ville qu'on appelait autrefois Frobisher Bay, qui maintenant s'appelle Iqaluit, qui est un nom inuit, alors qui est la principale ville du territoire de Nunavut, la capitale, si on veut, du territoire. Une ville d'à peu près je crois que c'est de l'ordre de 3000 habitants à présent. Alors, il y a deux toutes petites calottes glaciaires à l'extrême sud de la terre de Baffin. L'une qui s'appelle Grinnell, l'autre qui s'appelle Terra Nevea. Et quand j'ai travaillé dans la région, on s'était dit que ce serait intéressant de faire des mesures de bilan de masse là parce qu'on prévoyait que ce serait une des parties de l'archipel arctique qui se réchaufferait le plus rapidement à cause de la proximité de l'Atlantique Nord et de l'intrusion d'eau relativement chaude de l'Atlantique Nord dans l'archipel arctique. Alors, on a tenté d'établir un programme de bilan de masse sur ces deux glaciers. Ça s'est avéré très difficile. J'ai passé plusieurs années très frustrantes à essayer d'établir un programme de bilan de masse. Alors, ce qu'on aperçoit ici, c'est une image relief artificielle qui montre une partie de la côte de Baffin. On était à peu près 180 km au sud de la ville d'Iqaluit, qui se trouve dans la direction de la flèche en haut à droite. Et on aperçoit la calotte. Et donc, elle n'est pas d'une très grande dimension. Elle a à peu près, je pense, une trentaine de kilomètres en longueur. Et au début des années 2000, on a fait un programme pour essayer de mesurer l'amincissement de la calotte. Il y avait une circonstance particulière, c'est que cette région, et en particulier la baie de Frobisher, est une région qui avait un certain intérêt militaire. Au début de la guerre froide, la ville de Iqaluit, Frobisher Bay, était une base militaire américaine qui faisait partie des installations pour repérer les missiles continentaux balistiques venus de la Russie. Si la chose vous semble familière, c'est rien d'étonnant. Mais entre autres, l'aviation militaire avait établi des photos aériennes d'une très grande précision de cette région à cause de l'intérêt stratégique. Alors, on avait l'avantage de disposer d'un jeu de photos historiques datant de 1952 qui nous montrait la surface de la région avec un très haut niveau de détail, des photos de très haute qualité. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, par photogrammétrie, on a réussi à établir une carte du relief de la calotte glaciaire en 1952. Donc, on a pu reconstituer quelle était la topographie de cette calotte glaciaire en 1952. Et ensuite, on est allé sur place et on a fait des mesures sur place avec un GPS pour établir la topographie de la calotte glaciaire en 2004. Et on a combiné cette information avec des mesures faites par satellite, des satellites français, en fait, de la constellation Pléiade, pour essayer de déterminer quels avaient été les changements qui s'étaient faits sur la calotte sur une période de cinquantaine d'années. Alors, c'est un endroit où la météo est assez infecte. Ça, c'était une belle journée sur Grinnell. Le ciel est bleu quand même, mais il y a quand même du chasse-neige, un blizzard en surface. Vous voyez qu'il y a beaucoup de poudrerie et de neige chassée. Alors, la manière dont on fonctionne pour ce genre d'expédition, c'est qu'en général, on arrive sur place avec un avion sur ski, à bord duquel on a tout l'équipement, y compris quelques motoneiges. Donc, on débarque l'ensemble de l'équipement sur la calotte, l'avion repart et on reste sur place pour, bon, une semaine à 3 semaines, dépendant de la grandeur du terrain qu'on veut couvrir. Lorsqu'on a fait cette campagne, on a établi une station mère pour enregistrer les signaux GPS de plusieurs satellites afin d'avoir une méthode de positionnement extrêmement précise parce que ce qu'on cherchait à établir, on voulait établir le relief de la carotte avec une précision bien inférieure à 1 mètre. Donc, on voulait une erreur verticale dans les mesures de topographie bien inférieure à 1 mètre et pour ça, ça nous prenait un signal permanent stable avec lequel on puisse mesurer l'erreur. Donc, on a établi une station mère. Ensuite, on s'est déplacé vers la marge de la calotte au cours d'une des rares belles journées. Ensuite, on a établi une station permanente sur le roc, donc où il n'y a pas de variation verticale due à l'enneigement. On a établi une seconde station relais afin d'avoir une référence sur le roc solide. Et ensuite, on s'est promené sur la calotte en motoneige et à pied et on a pris des mesures de l'altitude en surface de la calotte. Ici, on aperçoit un de mes collègues, Jean-Claude Lavergne, qui est un géomaticien, qui est en train de faire des mesures au risque de sa vie, parce qu'il est au pied d'une immense falaise de glace où il y avait des effondrements assez réguliers, mais lui, il portait un casque. Je ne sais pas si ça l'aurait vraiment sauvé dans ces conditions-là, mais
Ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait établir s'il y avait eu une récession de la marge du glacier qu'on aperçoit dans la photo en haut à gauche. La photo est de 1952, c'est une de ces photos de haute qualité. Alors, on voulait établir si la marge du glacier se trouvait toujours au même endroit par rapport à la position qu'il occupait en 52. Donc, Jean-Claude a fait le tour de la base de cette falaise, qui est le terminus du glacier, pour essayer d'établir s'il y avait une récession nette. Et on a fait également la même chose à la surface de la calotte sur plusieurs transects. Et on a également établi une station météorologique automatique alimentée par des panneaux solaires. On l'aperçoit ici. Alors, il y a une batterie d'instruments là-dessus, mais celui qui nous intéressait particulièrement, c'est celui qu'on aperçoit à droite, qui est un espèce de mini-radar qui mesure essentiellement la distance jusqu'à la surface de la calotte. Alors, à mesure que l'enneigement, qu'il y a une accumulation d'enneigement en hiver, la distance de la neige, de la surface de la neige jusqu'au radar rétrécit, et puis elle est mesurée de façon continue. Et à partir de ça, on peut essentiellement établir quel est le taux d'accumulation de la neige. Et ça nous permet de dire à ce moment-là quelle est la marge d'erreur dans nos mesures de surface, parce que ça nous dit quelle est la variation saisonnière, quel est le changement de la surface qui pourrait être dû simplement à des variations saisonnières. Donc, on a établi une station météo. D'ailleurs, ça a été une entreprise assez difficile parce que quand on est arrivé sur cette calotte glaciaire, on n'avait aucune idée du taux d'accumulation et aucune idée du taux de fonte. Et ça pose un problème quand on veut installer une station météo parce qu'on ne sait pas à quelle profondeur on doit ancrer la station. Si le mât qu'on aperçoit en métal, bon, il est planté dans un trou foré à même la glace, et puis si jamais on a foré le mât à 2 mètres de profondeur, mais qu'on perd 3 mètres de glace en été, ben le mât va tomber. En revanche, si on sous-estime l'accumulation hivernale, le mât et les instruments vont se faire enterrer. Dans ce cas-ci, on n'avait pas vraiment de données antécédentes, donc on est allé un peu au petit bonheur. Et ça n'a pas très bien fonctionné parce que quand on est revenu l'année suivante, on ne retrouvait pas la station météo. On a circulé en motoneige, on a fini par trouver un tout petit bout de mât qui dépassait de la neige. Et en fin de compte, la station s'était brisée. Elle avait basculé et il y avait juste un bout de mât qui dépassait de la neige, mais on a réussi à la récupérer. Alors, ce sont les difficultés associées à ce genre de travail. Alors, on a utilisé les photos aériennes de 1952 et on a pu établir une carte approximative de la surface de la calotte en 52, qu'on a ensuite comparée avec celle qu'on avait pu établir avec nos mesures sur le terrain et avec des images satellites. Et ça nous a permis d'établir une carte telle que vous la voyez, qui nous montre l'amincissement de la calotte sur une période d'environ 50 ans. Et on voit que les marges ont perdu plus d'1 mètre d'épaisseur. Donc, ça, c'est le taux de changement moyen. La couleur rouge plus accentuée montre les régions où il y a eu un amincissement. Et donc, essentiellement, la calotte s'amincit et le relief s'accentue, c'est-à-dire que la pente des marges devient de plus en plus abrupte à mesure que la calotte se rétrécit. Et on a estimé qu'au total, il y avait une perte annuelle d'environ 40 cm d'épaisseur en surface par année sur la période sur laquelle on a fait des observations. Et on a pu également comparer quelle était l'altitude le long des profils où on avait fait des mesures à pied, donc les mesures qu'on avait faites sur le terrain avec un GPS. Ce sont les 3 lignes rouges avec un parcours un peu compliqué. Et donc, sur le diagramme en bas à droite, on aperçoit 2 profils. Sur l'une de ces lignes, un des profils est le profil inféré à partir des photos de 1952 et le profil en bas représente ça. Ce qu'on voit ici, c'est les changements sur 2 périodes, la période 52 à 2004 et la période 2004 à 2014. Et ça nous donne une idée du taux de perte. Et on voit que ce sont des pertes assez importantes. Par exemple, sur la période 2004 à 2014, donc la deuxième période pour laquelle on a effectué des estimés, on voit que le glacier à la marge perdait jusqu'à 3 mètres d'épaisseur en moyenne. Donc, une accélération assez rapide au cours des décennies récentes. Et ça, c'est vraiment le patron qu'on aperçoit dans l'ensemble de l'hémisphère nord, c'est-à-dire qu'il y a une accélération du taux de fonte au cours des décennies assez récentes. Ensuite, on va se diriger vers Penny Ice Cap, qui est une calotte glaciaire beaucoup plus grosse, à peu près 6000 km, qui est perchée à une altitude plus élevée, à peu près 2000 mètres. Il y a un village inuit au nom quasi imprononçable de Pangtong,
qui se trouve à l'extrême sud, donc on aperçoit une étoile bleue. Ce parc, en fait, cette calotte glaciaire se trouve à l'intérieur d'un parc national, un endroit d'ailleurs très spectaculaire, populaire pour les touristes. Euh, c'est là-bas que j'ai fait mes travaux de doctorat, entre autres. Alors, la manière dont on fonctionnait, c'est qu'on se rendait jusqu'au village de Pangnatong, on travaillait avec les gens du parc, les employés du parc national, et puis on faisait équipe avec eux. Et ensuite, on montait par avion et on atterrissait sur la calotte glaciaire. Donc, on aperçoit l'équipe à gauche. Et on travaillait entre autres avec des Inuits de la communauté locale pour faire nos mesures de bilan de masse. Ça, c'est un travail plus complexe, mais les mesures, les méthodes employées sont sensiblement les mêmes de celles de la campagne qu'on a fait sur Grinnell. Alors, on établissait un camp qu'on aperçoit ici, au sommet de la calotte. On installait une station GPS de référence permanente qu'on aperçoit plantée devant la motoneige, qui permettait faire des corrections pour les erreurs dans la position des satellites. Et ensuite, on faisait des mesures de la surface du glacier et également si on veut, de l'épaisseur du glacier avec un géoradar, un radar qui mesure l'épaisseur de la glace, mais également la stratigraphie interne, c'est-à-dire les différentes couches de glace, la structure interne du glacier. Alors, sur l'image ici, on a Monty Young, qui est un des patrouilleurs du parc national avec qui on travaillait, qui est un Inuit. Et on a un GPS monté à l'arrière de la motoneige qui permet de mesurer la position exacte sur la calotte. Et à l'arrière, sur le toboggan, on a un géoradar qui mesure en continu l'épaisseur de la glace. Alors, on a fait des transects sur la calotte glaciaire, ce qui est un travail assez laborieux parce que c'est quand même assez grand. Il faut faire attention parce qu'il y a des crevasses également, donc on ne peut pas progresser, on ne peut pas faire ce genre de travail à une allure trop rapide parce qu'il faut procéder avec beaucoup de prudence dans les régions crevassées. On a également des balises enfoncées dans la neige et dans la glace sur la calotte qui sont mesurées chaque année. Et on mesure deux choses. On mesure d'abord quel est le taux d'enneigement. Donc, les balises qui sont installées dans la zone supérieure de la calotte vont être graduellement enneigées, donc ensevelies sous la neige. Celles qui sont dans la zone d'ablation nette, la zone de perte nette, essentiellement, elles sont enfoncées dans la glace, mais elles vont graduellement surgir de la glace à mesure que la glace fond. Et on mesure les différences d'une année à l'autre pour établir les taux d'accumulation ou les taux de perte à différents points de la calotte. Et on mesure également leur position avec une antenne GPS, qu'on voit ici. Et ça nous permet aussi de mesurer le taux de déplacement de la glace, donc la vélocité, le taux de déplacement, parce que évidemment la glace, c'est dynamique, ça se déplace, ça s'écoule comme un fluide. Et on a besoin de connaître le taux de déplacement des balises pour reconstituer les changements sur la calotte. Alors, on a installé des stations météo à différents endroits. Alors, moi, je suis le barbu suspect qui est deuxième à gauche et à côté de moi, il y a mon étudiante de doctorat, Nicole, et ensuite des patrouilleurs du parc avec nous. Alors, en combinant les mesures effectuées sur le terrain, on a pu ensuite, on a fait d'autres sortes de mesures. Par exemple, il fallait mesurer la densité de la neige pour se faire une idée de quelle était la masse d'eau accumulée par mètre carré en différents points de la calotte. Et ça, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Il faut creuser des trous dans la neige et ensuite prendre des échantillons, faire des mesures. Et ça, c'est mon étudiante en doctorat, Nicole. Elle travaille à présent au Chili, dans les Andes chiliennes. Et je me souviens que le jour où elle a fait cette excavation, quand elle est arrivée au fond du trou, on s'est rendu compte qu'il y avait une crevasse au fond du trou. Sans le vouloir, elle avait choisi un endroit qui était un pont de neige au-dessus d'une crevasse. Alors, il est heureux qu'elle s'est arrêtée où elle était parce que sinon, on ne l'aurait peut-être pas récupérée. On fait également des forages en surface, c'est-à-dire qu'on va prendre des carottes de neige et de névé de quelques mètres de profondeur pour se faire une idée des variations de densité sur la calotte. Donc, il y a toute une batterie de mesures qu'on doit faire. Certaines sont ponctuelles, d'autres sont en continu. Et à la fin, on rassemble ces données et ça nous permet d'établir des cartes comme celle-ci. Donc, ce que celle-ci nous montre, c'est la vitesse d'écoulement de la glace à la surface de la calotte glaciaire. Donc, c'est basé en grande partie sur des mesures faites par satellite, mais validées par les mesures faites sur le terrain, entre autres avec les balises et le GPS. Et ce qu'on aperçoit, c'est qu'en général, le taux d'écoulement de la glace est très lent. Donc, la glace se déplace seulement de quelques dizaines de centimètres par année. C'est les régions bleues. Mais là où on a des grands glaciers, notamment des grands glaciers qui s'écoulent vers
vers l'eau, c'est-à-dire vers les fjords. Il y a 2 baies profondes de part et d'autre de la calotte et les glaciers vont s'écouler dans ces fjords. Ces glaciers-là se déplacent beaucoup plus rapidement. Donc, ce sont des sortes de bassins de drainage accélérés où les pertes de glace sont beaucoup plus importantes parce que la glace s'écoule beaucoup plus rapidement. Donc, ce sont les zones qui apparaissent en jaune et en orange sur ces images. Celle-ci est une carte qui nous montre l'amincissement de la calotte établi sur une période de 5 ans, si je me souviens bien, donc sur 5 années consécutives. Et on voit qu'il y a un amincissement très prononcé de la calotte sur la marge nord-ouest, également sur les glaciers qui s'écoulent dans les fjords avoisinants. Donc, la calotte glaciaire, dans son ensemble, s'amincit, perd de l'altitude. Il y a juste peut-être quelques régions au centre qui sont encore stables, où la couleur est un vert pâle, ce qui indique qu'il n'y a pas de perte nette, mais il n'y a pas d'épaississement non plus. Donc, dans l'ensemble, la calotte s'amincit et perd sa masse. Et celle-ci, c'est une des calottes assez importantes. Pour mettre ces résultats en perspective, cette image provient d'un article paru en 2021 qui donne un aperçu des pertes de masse de glaciers dans la région circumpolaire nord. J'en ai mis 3 en relief parce que c'est des régions où j'ai travaillé. Donc, la grosse masse orange qu'on aperçoit sur la gauche de l'image, Barnes, c'est la calotte de Barnes qui est au centre de l'île de Baffin. Celle-ci, c'est une calotte qui est en récession partout. Donc, la calotte dans son ensemble est en train de s'amincir. Donc, il n'y a vraiment plus de zone d'accumulation nette. Elle est en perte totale partout. La calotte de Penny qu'on vient de voir dans les images précédentes, qui est plus au sud, elle, il y a de l'amincissement dans les zones marginales. C'est ce qu'on vient de voir dans les images précédentes. Si on monte dans l'archipel arctique norvégien, Svalbard, où j'ai travaillé également, là, on aperçoit aussi un amincissement assez marqué dans beaucoup des régions où il y a des glaciers. Il n'y a pas de glaciers partout sur Svalbard. Donc, cette image elle peut être un peu trompeuse dans la mesure où il y a des zones blanches qui sont des zones où simplement il n'y a pas de glaciers. Mais dans la plupart des zones où il y a des glaciers, on observe un amincissement très prononcé. Et par exemple, sur l'île d'Astfona, qui est dans l'extrême nord-est de l'archipel de Svalbard, on a une accélération de la perte de glace parce qu'on a un glacier qui s'écoule directement dans l'océan. Donc, à ce moment-là, on a une perte accélérée. Donc, récession généralisée dans l'ensemble de la cryosphère terrestre. Ça ne se limite pas aux glaciers. Ce qu'on voit ici, ce sont des projections, c'est une combinaison de mesures et de projections de la neige saisonnière. Donc, pas des glaciers, on parle de la neige saisonnière dans l'hémisphère nord. L'image d'en haut est pour le printemps, d'avril à juin, et l'image d'en bas est pour l'automne. La partie brune représente la période d'observation. Qui remonte, ça commence avant la période d'observation par satellite, mais ça combine aussi des données de satellite. Et ce qu'on aperçoit, c'est que l'étendue de la neige saisonnière commence à diminuer de façon assez marquée à partir du début des années 80. Donc, il y a une tendance à la baisse. Et ensuite, on a une projection vers l'avenir suivant différents scénarios. Donc, le scénario le plus optimiste, qui serait la ligne bleue, ce serait celui où on parvient à stabiliser l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais même là, il y aura une perte nette, c'est-à-dire que l'étendue de la neige saisonnière à la fin du 21e siècle ne reviendrait pas à celle qu'on a connue auparavant. Donc, on aurait une diminution en moyenne de 15 %. En revanche, si on poursuit un scénario business as usual, où on n'intervient pas du tout, ben à ce moment-là, on pourrait voir une perte de l'ordre de 50 % de l'étendue des neiges saisonnières d'ici la fin du 21e siècle. Et évidemment, comme vous pouvez vous en douter, si on perd la cryosphère, s'il y a une retraite généralisée de la neige et de la glace, ça a des conséquences climatiques. Entre autres, ça accentue le réchauffement dans les régions à l'extrême nord et à l'extrême sud parce que essentiellement, la surface devient moins réfléchissante. Donc, on a davantage de radiation solaire absorbée en surface. Donc, c'est une boucle de rétroaction positive. Et ce qu'on aperçoit sur cette carte, c'est le réchauffement additionnel qui serait causé par cet effet, suivant un scénario où le réchauffement global moyen serait de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. À ce moment-là, on aurait un réchauffement additionnel qui serait de l'ordre de 3 à 4 degrés Celsius en plus du réchauffement global moyen dans les régions de l'extrême nord. Donc, ça, c'est un effet qu'on appelle l'amplification arctique qui est dû justement à la perte de surface réfléchissante sur l'océan Arctique et sur la Terre.
Il y a d'autres conséquences indirectes et je vais bientôt achever. On parle souvent de cet effet de point de basculement ou de point de bascule dans le système climatique. C'est-à-dire que des changements qui entraînent des conséquences irréversibles et difficiles à prévoir aussi. L'une d'entre elles, c'est la fonte de la calotte glaciaire du Groenland. Alors, le Groenland est en train de fondre. Il ne fonde pas à une vitesse stupéfiante, mais il fond assez vite quand même. Et ça a un effet d'enchaînement parce que ça modifie la circulation océanique. Cette grande quantité d'eau froide avec une très faible salinité qui se déverse dans l'océan Atlantique Nord modifie la circulation océanique, ce qui s'appelle AMOC là-dessus, AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation. Donc, c'est, si on veut, le moteur de la circulation océanique. Et ça a un effet aussi de déstabilisation en Antarctique, parce que si le niveau des océans monte à cause de la fonte du Groenland, ça déstabilise les banquises antarctiques, qui à son tour se désintègrent, donc accélère la montée du niveau des océans. Donc, il y a une boucle de rétroaction. Et si en plus on ralentit la circulation océanique à cause du déversement d'eau froide, on réduit l'évaporation, il y a d'autres conséquences. Entre autres, par exemple, on a une sécheresse dans le bassin d'Amazon, donc on perd un puits de carbone. Encore une fois, c'est une boucle de réaction positive. Donc, il y a des conséquences qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer parce que le système climatique est un système non linéaire, mais il y a certains risques associés à ça. C'est une des raisons pour lesquelles tellement d'attention va sur ces questions à l'heure actuelle. Un autre aspect, c'est le pergélisol, qui fait partie aussi de la cryosphère, c'est-à-dire la glace dans le sol. La carte que vous voyez ici, c'est une estimation de la quantité de carbone organique stocké dans les sols de la région circumpolaire nord. Alors, il y a des régions, notamment en Sibérie, dans le nord-ouest du Canada, en Alaska, où il y a des très grandes quantités de carbone organique stockées dans le sol gelé, dans les tourbières, dans les lacs. Et à mesure que le pergélisol fond, ce carbone devient disponible à des bactéries pour être consommé. C'est de la matière qui est essentiellement des nutriments pour les bactéries et les plantes. Et ce carbone peut être à ce moment-là converti en dioxyde de carbone ou en méthane qui s'échappe de l'atmosphère, donc qui contribue à un réchauffement supplémentaire. Et il y a beaucoup d'études qui sont faites en ce moment pour voir dans quelle mesure est-ce que ce phénomène est en train de se produire, parce qu'il y a des régions, effectivement, qui se réchauffent extrêmement vite, comme le nord-ouest du Canada et l'Alaska. Le taux de réchauffement actuel dans ces régions-là est de 3 à 4 fois le taux de réchauffement moyen de l'hémisphère nord. Donc, ça se réchauffe très vite dans ces régions-là. Le paysage bâti sur le permafrost se déstabilise et les conséquences sont assez importantes. Et c'est surtout les émissions de gaz à effet de serre proviennent surtout des régions où le pergélisol est déstabilisé rapidement. Et ça, je vais m'arrêter sur ces images-là parce que le temps s'écoule. Mais ce qu'on voit dans certaines régions, c'est que le dégel du pergélisol, ce n'est pas nécessairement un processus très homogène et très graduel. Dans certaines régions, le dégel se fait de façon très rapide dans certains endroits spécifiques. Alors, l'image en haut à gauche montre des coulées de dégel dans le bassin de la rivière Peel, où est-ce qu'il y a énormément de glace dans le sol. Alors, quand cette glace fond, le sol se déstabilise, se liquéfie. On a des grandes coulées de boue qui entrent dans les rivières. Et à ce moment-là, on a de la matière organique qui était essentiellement gelée, qui devient disponible et elle peut être oxydée et se convertir en gaz à effet de serre. L'autre problématique, c'est qu'on a de plus en plus de feux de forêt intenses dans les régions et quand les feux de forêt dévastent la forêt boréale, comme on aperçoit à droite, ben, ils laissent essentiellement des zones beaucoup plus sombres. D'abord, on enlève la couverture végétale qui protège le pergélisol contre la fonte et ensuite, le sol devient plus sombre parce qu'il y a du charbon. Donc, on réduit la propriété, l'albédo du sol. Donc, on a davantage de radiation solaire absorbée à la sol, ce qui accélère le jet du pergélisol. Donc, là aussi, on a une boucle de rétroaction possible. Alors, évidemment, il y a des enjeux assez majeurs dans la machine climatique qui sont associés avec le déclin de la cryosphère. J'ai eu l'occasion d'être impliqué dans ce genre de recherche dans la première partie de ma carrière. À présent, je travaille davantage sur les conséquences du dégel dans les régions subarctiques. Par exemple, comment est-ce que la qualité des eaux dans les rivières va être affectée par le dégel du pergélisol. Donc, j'ai changé un peu de focus en fonction des circonstances, mais je travaille encore dans ces domaines. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, histoire de vous laisser une chance de poser des questions si vous en avez. J'espère que vous y avez trouvé votre intérêt. Déjà, je vais vous remercier parce que c'était très, très intéressant. Et
Et voilà, et je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, je laisse un petit temps, sinon moi j'en aurais. Oui, absolument, allez-y. Mais sinon, moi j'ai plusieurs questions. Mhm. Euh, mais par exemple, sur le terrain, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des accidents justement? Par exemple, on voyait une photo, vous disiez, d'un collègue qui va faire une mesure, mais dans un endroit dangereux. Est-ce que Moi, certains scientifiques peuvent aller oui, ben, prendre des risques, quoi? ouais, évidemment, il y a toujours des risques associés à ça. Moi, j'ai travaillé dans l'Arctique canadien pendant bon, 13 ans, et puis j'ai travaillé aussi dans l'Arctique norvégien, sur Svalbard. Et puis, sur cette période de temps, 3 ou 4 personnes que j'ai connues sont décédées. Dans quelques cas, ça a été des accidents d'avion. On avait un pilote qui s'est tué dans l'Antarctique, un autre qui s'est tué dans l'Arctique canadien. J'ai un collègue qui est décédé l'an dernier, tombé dans une crevasse en Antarctique. Donc, ça arrive, c'est pas fréquent. Souvent, c'est de l'erreur humaine, tout simplement. Dans les régions où moi j'ai travaillé, il y avait un risque, évidemment. Bon, on s'efforçait d'être aussi prudent que possible, mais le risque était toujours là. Moi, je n'ai jamais eu d'accident majeur. Ça nous est arrivé de nous aventurer dans des régions sur des glaciers où, en circulant en motoneige, on se rendait compte qu'on passait sur des ponts de neige fragiles et à un moment donné, on se disait, bon, on ne va pas plus loin parce que c'est clair qu'il y a des crevasses ici. Alors, on ne prenait pas de risques inutiles. Donc, moi, je n'ai jamais eu vraiment d'accident grave, mais j'ai eu connaissance de gens qui ont eu des accidents graves ou qui sont tués, surtout en Antarctique. Un problème, évidemment, en Antarctique, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'organiser des sauvetages. Le continent est immense, donc si un accident se produit, essayer d'aller chercher quelqu'un sur le terrain puis l'évacuer, c'est pas évident. Souvent, c'est plus risqué d'essayer d'aller chercher quelqu'un que de le laisser sur place. Alors, bon, il y a toujours des risques inhérents à ce genre d'activité. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir d'accident de ce genre, mais ça arrive, oui. Et pour anticiper une question qu'on me pose à chaque fois, non, j'ai jamais eu affaire à des ours polaires. J'aurais pu, mais dans l'Arctique canadien, quand je travaillais dans l'Arctique canadien, on travaillait sur des glaciers qui étaient quand même à une bonne distance de la côte et en altitude. Et les ours polaires ne sont pas intéressés à aller balader sur des glaciers à 2000 mètres d'altitude. Il n'y a rien à bouffer là-bas. Bon, il y a des glaciologues, mais bon. Alors, eux, les ours polaires se tiennent sur les côtes et sur la glace de mer. Donc, on les voit rarement à l'intérieur des calottes glaciaires à des longues distances de la côte. Dans l'archipel norvégien de Svalbard, c'est autre chose parce que là, les glaciers ne sont pas gros et il y a une grosse population d'ours polaires. Donc, les risques de rencontrer des ours polaires à Svalbard sont beaucoup plus élevés que ceux d'en rencontrer sur les glaciers de l'Arctique canadien. Donc, moi, j'ai aperçu une fois un ours polaire depuis un hélicoptère à une longue distance. Et c'est le plus près que j'ai jamais été d'un ours polaire dans ma vie. Par contre, j'ai souvent rencontré des grizzlies, ça c'est une autre histoire, mais les ours polaires, non, pour moi. Moi, j'avais une question dans la continuité de celle d'Émilie. Dans Oui. l'organisation des missions, du coup, vous venez un peu sur la connaissance de glaciologie, donc les connaissances techniques. Est-ce que vous avez des personnes qui vous accompagnent sur plus des connaissances, par exemple, du terrain, pour vous aider, vous accompagner, justement, pour éviter de prendre des risques inutilement? Oui, Forme absolument. de Par guide, exemple, par exemple. ouais, ben, j'ai montré des images de quand on travaillait sur la terre de Baffin un peu plus tôt. Et pour nous, pour les gens du Sud, ça nous semble très exotique et très lointain. Mais ne perdons pas de vue que des endroits comme un endroit comme ici, euh, pour les Inuits de la région, c'est leur arrière-cour, ça. Je veux dire, bon, entendons-nous. Les Inuits, par exemple, du village de Pangnatang ici, ils circulent énormément le long de la côte. Ils font beaucoup de chasse et de pêche. Les activités traditionnelles font une grande partie de leur identité collective. Donc, ils circulent beaucoup en motoneige ou en traîneau à chien le long de la côte. Ils pêchent à travers la glace, ils chassent le phoque, ils chassent le renne. En revanche, ils ne vont pas souvent sur les glaciers pour les mêmes raisons que les ours polaires, il n'y a rien à bouffer. Alors, quand je travaillais dans cette région-là, nous, une des raisons pour lesquelles on avait un partenariat avec les gens du Parc national, c'est que les employés du Parc national, c'était des Inuits de la place qui connaissaient bien le terrain. Donc, il nous est arrivé d'avoir à nous rendre sur la calotte glaciaire en motoneige et non pas en avion. Et à ce moment-là, on avait absolument besoin d'eux. Jamais on n'aurait pu faire ça sans leur assistance. Ils sont très chevronnés. Quand il s'agit de faire des longs voyages en motoneige à l'intérieur des terres, ils sont bien mieux entraînés que nous.
Nous, on était d'une incroyable impotence quand il s'agissait de faire ça. En revanche, une fois sur le glacier, c'est eux qui étaient un peu désemparés parce qu'ils n'allaient pas souvent sur le glacier. Alors, je me souviens qu'une fois, quand j'étais encore étudiant en doctorat, on avait installé un camp sur le sommet de la calotte et on a eu un gros blizzard, vraiment violent, qui a duré plusieurs jours. Et on avait un observateur du parc national, un Inuit, qui était avec nous et qui avait une tente, sa tente séparée. Et il a envoyé des messages de détresse à son village, disant que tout l'ensemble du camp avait été balayé. Ce qui n'était absolument pas le cas, mais il a paniqué essentiellement parce qu'il n'avait jamais fait l'expérience d'un blizzard aussi violent, parce qu'il n'y en a pas sur la glace de mer des blizzards de cette violence-là. Mais sur le sommet de la calotte, ça peut être très violent. Alors, il n'était vraiment pas préparé à ça. Bon, je veux dire, il s'est adapté, mais c'était une expérience qui, pour lui, était nouvelle, ne faisait pas partie de son quotidien. Une autre fois, on avait un Inuit qui était venu avec nous et quand il est arrivé au sommet, il a planté une tente, mais la tente qu'il a construite était une tente faite avec des morceaux de bois et une toile parce que c'était le genre d'abri qu'il utilisait quand il allait pêcher sur la glace de mer. Mais au sommet de la calotte, cette tente, elle a été balayée au premier blizzard. Donc, leur habilité à naviguer et à circuler sur le terrain est extrêmement utile dans beaucoup de circonstances, mais dans d'autres environnements, comme le sommet de la calotte, eux-mêmes étaient hors de leur élément. Donc, il y avait une espèce de donnant-donnant, si l'on veut. Ouais. Et du coup, pour Ouais. ce genre d'expédition, je suppose que vous avez une préparation avant, en amont. Oui, ben, ça devient une sorte de routine. Hein. Je veux dire, nous, ces mesures de bilan de masse, c'était une chose qu'on faisait chaque année. La partie la plus pénible de la préparation, c'est la bureaucratie. Il faut obtenir toutes sortes de permissions. J'ai cessé de compter le nombre de fois que j'ai pris des cours de sauvetage en région éloignée, des premiers soins, etc. D'ailleurs, j'ai oublié la plupart du contenu de ces trucs. Il fallait prendre des cours de manipulation d'armes à feu parce qu'il fallait circuler avec des armes à feu au cas où il y a des ours polaires. Il fallait prendre des cours de conduite de motoneige, des cours de sécurité en hélicoptère. Hein, mon Dieu, j'ai accumulé un nombre ridicule de cours comme ça au cours des années. Et puis, d'année en année, il y avait chaque fois une nouvelle couche de bureaucratie qui s'ajoutait. Il fallait obtenir un permis pour ceci, un permis pour cela. Ça, c'était ce qui avait de plus frustrant, c'est la bureaucratie. D'ailleurs, c'est la même chose dans l'archipel arctique norvégien. Ensuite, il y avait la logistique. Il fallait envoyer du fret aérien à l'avance. Et c'est un peu compliqué dans l'Arctique canadien. On peut envoyer certaines choses par avion cargo. Il y a d'autres choses qu'il faut envoyer par bateau, mais les bateaux ne circulent que pendant la période où la glace de mer est fondue. Donc, il faut envoyer le matériel un an à l'avance pour s'assurer que le matériel va arriver à destination avant que nous, on se rende sur le terrain. Alors, il y a toujours des considérations logistiques qu'il faut faire à l'avant. Dans l'Arctique canadien, la manière dont les choses fonctionnent, c'est que les scientifiques vont faire une demande auprès d'une agence fédérale qui leur accorde à ce moment-là le soutien aéroporté. Donc, on fait une demande, on dit voici notre projet, voici l'endroit où on veut travailler, dans telle fenêtre, mettons au mois d'avril, au mois de mai, et on nous accorde du financement sous forme de nombre d'heures d'hélicoptère ou d'avion. Alors, le gouvernement va prendre un contrat avec une compagnie aérienne qui va fournir le soutien aéroporté. Donc, ils vont nous dire, en telle date, l'avion est à votre disposition pour tant nombre d'heures. Si vous volez davantage que ce nombre d'heures, vous devez les payer, ce qui est très dispendieux. Incidemment, le plus gros obstacle financier de travailler dans ces régions, c'est le coût du transport aérien qui est absolument exorbitant. Et ça a augmenté après la pandémie aussi. Donc, se rendre en avion dans la partie nord de l'archipel arctique canadien, je me souviens que j'avais fait le calcul qu'à partir d'Ottawa, la capitale nationale, j'aurais pu me rendre 3 fois en Nouvelle-Zélande pour le même prix. Donc, le prix des billets d'avion est absolument exorbitant. Donc, travailler, par exemple, dans l'Arctique norvégien, à Svalbard, c'est beaucoup moins dispendieux en comparaison. C'est juste que les distances sont énormes. Alors, ça prend, pour se rendre dans la partie nord de l'archipel arctique, c'est 4 ou 5 heures de vol. Donc, c'est des régions très éloignées, difficiles d'accès. Maintenant, il existe une station de recherche permanente dans l'archipel arctique canadien, Cambridge Bay, qui change un peu la donne, mais ça demeure encore très, très coûteux de travailler dans ces régions-là. Moi, j'aurais une question. Oui. C'est là, vous faites des campagnes de mesures, donc vous allez sur le terrain. Est-ce que après, c'est vous qui vous exploitez enfin, c'est vous qui vous occupez de toute l'exploitation des données?
Non, évidemment, Est-ce c'est toujours un travail combiné. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout un expert dans le traitement des données de mesures de télédétection. C'est vraiment pas le domaine dans lequel j'ai été formé. J'ai été formé comme géologue initialement. Euh, donc, tout l'aspect traitement des mesures de télédétection, ce que j'ai présenté, par exemple, utiliser les données d'images acquises par des satellites, etc. Ça, il y a d'autres spécialistes. Alors, en général, ben, c'est des collaborations. Quand j'ai fait, sur cette calotte, Penny, moi, j'ai eu une étudiante au doctorat, Nicole Schaffer, qui a travaillé pendant 4 ans sur place. Alors, elle a fait une grande part de ce travail. Ça comprenait, entre autres, analyser les mesures faites sur le terrain, analyser les images satellites, faire la modélisation. Donc, il y a beaucoup de cordes à son arc, pour ainsi dire. Mais en général, ce sont des collaborations. Sur Grinnell, par exemple, sur cette calotte-ci, le travail d'acquisition des images satellites et leur analyse, c'était en fait des partenaires à l'Université de Toulouse. Étienne Berthier, entre autres. Alors, c'était encore une fois un travail collaboratif entre des chercheurs au gouvernement canadien, dont j'étais, et des partenaires dans plusieurs universités. Et ça impliquait des doctorants et des étudiants de maîtrise également. Donc, c'est rare qu'une personne va faire tout le travail tout seul. Le travail serait d'une complexité qui dépasserait les capacités d'une personne seule. Donc, en général, ce genre de travaux de recherche, ce sont des grosses équipes et on se divise la tâche suivant les compétences de chacun. Ok, mais et après, du coup, ces données-là, une fois que il y a eu les cartes et tout ça, est-ce qu'elles sont partagées et mises un peu Oui, au oui, service, par oui, exemple, oui, d'autres organismes qui vont ab- essayer de faire des données globales sur absolument. chaque thématique, Oui, par oui, exemple? absolument. De plus en plus, ces données sont dans le domaine public. Elles sont partagées sur des bases de données qui sont accessibles à l'ensemble de la communauté de la recherche. Alors, il y a de plus en plus de transparence et d'accessibilité à ces données-là. Ça, c'est vraiment une chose qui a beaucoup changé, même dans les 30 années où j'ai travaillé dans ce domaine. Les choses ont changé très rapidement. L'Internet a rendu l'accès aux données beaucoup plus aisé. Et de plus en plus de données historiques qui ont été acquises avant cette période-là sont maintenant numérisées et mises en circulation. Donc, l'accès à ce genre de données est devenu beaucoup plus aisé qu'il ne l'était auparavant. Et il y a beaucoup de partage et de diffusion. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on garde jalousement pour soi. Donc, oui, j'espère que ça répond à votre question. Oui, oui, tout à fait, merci. Moi, À j'aurais présent, voulu. oui, allez-y, Pardon. allez-y. Non, allez-y. J'avais une question par rapport aux communautés inuites. Est-ce que Oui. vous avez pu voir tout au long de votre carrière des conséquences en fait de la fonte de ces calottes et des écoulements qui s'intensifient pour Ben, la vie de ces villages? ben, pour les communautés inuites, bon, d'abord, une chose que je dois dire, c'est que euh, nous, on a souvent eu l'occasion de travailler dans les communautés inuites, en partie parce que, pour des raisons logistiques, il fallait passer par ces communautés pour se rendre sur nos sites d'études. Donc, il y avait une série d'étapes. On ne se rend pas directement, mettons, d'une ville comme Ottawa, puis on atterrit sur le glacier. Il faut faire plusieurs étapes. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se rend jusqu'à une communauté qui est plus près du site d'études et on attend que la météo soit favorable. Et à ce moment-là, on fait venir l'avion. Bon. Alors, forcément, on passe un certain temps dans ces communautés. Souvent, c'est la météo qui nous force à passer plusieurs semaines dans ces communautés. Donc, on en vient un peu à les connaître. Et dans quelques régions, on a des partenariats directs. Par exemple, dans le cas de la calotte de Penny, ça se trouve à l'intérieur d'un parc national. C'est une zone protégée. Les Inuits sont impliqués dans le patrouille. Ils ont des patrouilles dans le parc national. Donc, c'est eux qui s'occupent de gérer les ressources naturelles du parc national. Donc, ils sont directement impliqués et ça devient des partenaires de recherche. Ceci étant dit, la recherche que je faisais, moi, était, à ce moment-là, du moins, était vraiment, le travail se faisait sur le glacier. Donc, on n'était pas basé dans la communauté même. Le plus gros impact pour les communautés inuites, c'est la fonte de la glace de mer. Parce que la glace de mer, c'est une plateforme sur laquelle ils circulent, eux. Donc, ils font beaucoup de chasse et de pêche. Et quand il y a des conditions de glace de mer très étendues, ça leur permet de circuler loin et rapidement pour chasser le phoque, pour se déplacer d'une région à l'autre. La terre de Baffin, c'est énorme, il n'y a aucune route. Alors, circulation entre les communautés se fait surtout par motoneige en hiver et en grande partie sur la glace de mer.
Donc, le déclin de la glace de mer, c'est ça qui a le plus gros impact sur ces communautés inuites parce que ça devient plus difficile et plus dangereux de circuler en glace de mer, donc ça limite leur mobilité. Il y a également des changements dans les conditions de neige, la qualité de la neige, mais ça, c'est peut-être moins marqué. En ce moment, on voit aussi des manifestations qu'on ne voyait pas autrefois, comme par exemple la pluie en hiver dans certaines de ces communautés, ce qui était une chose qu'on ne voyait jamais auparavant, ou des orages électriques en été, ce qui était très, très rare, mais maintenant, ça a tendance à se produire. Mais le plus gros impact sur leur mode de vie, c'est la récession de la glace de mer, parce que ça compromet leurs activités de chasse et pêche, ça rend les communications entre les communautés plus difficiles. Donc ça a un gros, gros impact. Dans d'autres secteurs de l'Arctique circumpolaire, par exemple, si on va dans le nord-ouest canadien ou en Scandinavie ou en Sibérie, l'autre gros impact, c'est la fonte de la neige et le rejet en hiver qui compromet la survie des populations de rennes et de caribous dont les populations dépendent. Alors ça a un gros impact parce que leur mode de vie est basé sur soit la chasse, soit la domestication des rennes ou des caribous étant juste le nom canadien pour les rennes. Et les changements de conditions de neige compromettent la survie de certaines de ces populations. Donc ça a un impact direct sur leur façon de vivre. Mais dans l'archipel arctique canadien, c'est certainement la glace de mer qui est le facteur le plus important. Merci. Moi, j'ai une question par rapport aux politiques publiques. Enfin, vous avez dit, par exemple, qu'au Canada, il y a eu un changement politique, il me semble. Et est-ce que, du coup, vous avez déjà eu l'impression que justement, il n'y avait pas une prise en compte suffisante et que, enfin, est-ce que... Absolument. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté le Canada. Mais ça a été, bon, on est toujours un peu otage de la situation politique. C'est d'ailleurs, mettez-vous en ce moment, par exemple, dans la peau des chercheurs qui travaillent sur la pergélisol en Russie. Hein. Ces gens-là se voient soudainement confinés à leur pays. Ça rend très difficile les collaborations. Ces derniers jours, j'ai été en contact avec des chercheurs canadiens qui travaillent avec des collaborateurs français et avec des collaborateurs sibériens à étudier la faune du pergélisol. Et soudainement, tous les projets qu'ils avaient élaborés pour travailler en Sibérie, malheureusement, ils sont mis en panne à cause de la situation géopolitique actuelle. Alors, ça arrive périodiquement que la science est un peu prise en otage par la politique. Alors, on a eu quelque chose comme 8 ans de gouvernement conservateur au Canada qui était très, très axé sur les ressources pétrolières et conséquemment qui n'était pas très enclin à écouter les appels à l'urgence de la part de la communauté scientifique. Moi, je travaillais dans un laboratoire fédéral. Alors, on a vu le financement se tarir. À un certain moment, il y a eu une sorte comment dire, il y avait un contrôle ridicule sur la communication avec le public. Par exemple, les chercheurs qui voulaient faire une présentation dans une conférence devaient demander l'autorisation à leurs supérieurs. On a eu une grosse conférence à la fin de l'année polaire internationale en 2007-2008 où les chercheurs du gouvernement fédéral, quand ils allaient à la conférence, ils étaient accompagnés de gens qui étaient là pour s'assurer qu'ils ne diraient rien qui pourrait se mettre le gouvernement dans la barre. Alors, c'était ridicule. On n'avait jamais rien vu de pareil au Canada. Tout le monde l'a dénoncé. Et ça a créé un climat qui était vraiment déplaisant dans mon milieu de travail. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Pour autant que je le sache, ça peut durer 10 ans. Et moi, je ne me voyais pas continuer à travailler dans ce genre de climat. Je trouvais ça pénible. Alors, à un moment donné, j'ai dit, non, je vais trouver autre chose. Alors, je me suis retrouvé en Suède. Depuis, les choses ont changé. Le gouvernement actuel est beaucoup plus réceptif sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire que ça va durer. Mais bon, quand on travaille au gouvernement, on est plus susceptible d'être affecté par ces choses-là. Quand on travaille dans les universités, on a un peu plus d'indépendance. On est affecté indirectement parce que les gouvernements décident quelles sont les priorités de financement en recherche. Donc, ils peuvent décider de couper le financement à la recherche fondamentale et de mettre tout l'argent sur la recherche appliquée pour développer le marché, par exemple. Alors, on est aussi affecté par ces choses-là, mais moins parce qu'on a une certaine autonomie. On peut changer de direction de recherche. Tandis qu'au gouvernement, on est astreint par des contraintes liées au mandat de recherche du gouvernement, etc. etc. Donc oui, ça a eu un impact. C'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé en Suède. Maintenant, depuis que je suis en Suède, je travaille dans des domaines un peu différents. À présent, comme j'ai mentionné, je travaille
moins dans l'Arctique, mais davantage dans le subarctique, donc dans les régions de la taïga et les régions comme ça, regarder les changements des conditions de neige ou l'impact du dégel du pergélisol sur la chimie et la qualité des eaux dans les rivières, ce genre de choses. Donc, c'est davantage l'impact du dégel de la cryosphère qui est devenu mon point focal. Je ne sais pas si on a encore d'autres questions. C'est vrai qu'on a un peu dépassé le temps, donc Ouais, je pense qu'il y a quelques personnes qui nous ont il y a une quittés. chose que je devrais mentionner parce que ça peut être intérêt pour ceux qui m'écoutent. Ça m'arrive périodiquement d'être approché par courriel par des étudiants français, des universitaires qui souhaitent trouver un endroit où faire un stage, le stage de fin d'études dans leur master. Et ça m'est arrivé souvent, d'ailleurs, que ce soit des étudiants d'un peu partout, mais particulièrement de France, qui cherchent à faire un stage intéressant, motivant, etc. Et ils me contactent par courriel et ils me demandent si j'ai un projet intéressant. Je pense que la plupart d'entre eux ne se rendent pas compte que, d'abord, ces stages sont souvent très courts et c'est difficile d'embarquer quelqu'un dans des projets tels que ceux que je viens de décrire si le stage ne dure que quelques mois ou quelques semaines. Alors, il y a des limites. Donc, il faut être réaliste. L'autre chose, évidemment, c'est que même si on a un projet intéressant, ça ne veut pas dire qu'on a un financement pour soutenir l'étudiant ou l'étudiante. Alors, je ne dis ça pas pour je ne dis pas ça pour décourager ceux et celles qui voudraient me contacter pour faire un stage, mais s'il y a des gens qui ont l'idée de vouloir faire un stage dans un domaine de recherche connexe, dans une université du nord de l'Europe, en Scandinavie ou ailleurs, gardez en tête qu'on n'embarque pas dans un projet comme ça si on n'a que 8 semaines de stage. C'est impossible. De façon réaliste, le genre de stage que vous pourriez avoir, c'est un stage d'analyse des données, disons. Donc, c'est clair que les étudiants, une chose qui les motive énormément, c'est l'idée de faire une aventure dans le Grand Nord. Et je n'ai pas de problème avec ça. N'importe quelle motivation est bonne. Moi, je mentirais si je disais que ce n'est pas ça qui m'a dirigé vers le Grand Nord au début. L'élément d'aventure était certainement là. Mais s'embarquer dans un projet comme un projet de cette nature, c'est quelque chose qui demande de la préparation, de la planification à l'avance. Ce n'est pas quelque chose qu'on improvise parce qu'on a 8 semaines de disponibilité pendant l'été. Donc, il faut être réaliste. Et l'autre chose, c'est qu'il faut prévoir avoir un peu de financement pour au moins avoir des moyens de se loger pendant le stage. Donc, parce que je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'approchent, plein de bonne volonté, mais un peu naïvement, en se disant j'aimerais vous accompagner dans l'Arctique, etc. Mais je dis une minute, c'est des choses qui se préparent 2 ans à l'avance. Alors, il faut être réaliste quand on veut planifier ce genre de choses. Ça ne s'improvise pas aisément. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore le Zoom. On vous remercie vraiment d'avoir été là.